Bienvenue donc dans cette activité facultative de notre thème corps humain et santé qui s'intitule Comment les micro-organismes qui nous habitent peuvent-ils nous protéger? Alors pour réussir cette activité, eh bien, vous pouvez aller relire la vidéo du cours de 5e, qui s'appelle 5e, donc thème numéro 3, corps humain et santé aussi, chapitre 3, microbes et santé, dont je vous ai mis le lien d'abord dans la description de votre vidéo, mais aussi dans Pronote. Ce sera peut-être plus facile pour vous de faire cette activité si vous avez revu avant le thème microbes et santé. Alors, quelques rappels déjà de 3e. Souvenez-vous, vous aviez donc plusieurs barrières naturelles infranchissables si elles ne sont pas lésées par les micro-organismes. C'est par exemple la muqueuse nasale, la muqueuse buccale, la peau, évidemment la muqueuse respiratoire au niveau des bronches, des bronchioles, etc. Et puis la muqueuse génitale. Alors dans cette partie-là, je vous ai mis donc en rouge les barrières naturelles, en vert un exemple de micro-organisme contaminant, et puis en bleu donc le mode d'entrée, donc le mode de contamination. La contamination étant cette pénétration donc, du micro-organisme dans le corps. Alors c'est vrai que les barrières naturelles, tant qu'elles ne sont pas coupées, lésées, mal entretenues, elles forment vraiment quelque chose d'infranchissable pour les microbes. Alors dans ces barrières naturelles, vous avez par exemple ici pour l'appareil respiratoire, puisqu'on est on est à la fin de cette épidémie Covid-19. D'accord? Eh bien, vous avez tout simplement cette muqueuse respiratoire qui contient des cellules à mucus. Ce mucus va donc se déverser sur les parois donc, de ces cellules, donc de l'appareil respiratoire, et donc vont former une barrière infranchissable pour les micro-organismes. D'accord? Du moins pour la plupart. Et principalement des bactéries et virus sont beaucoup plus sournois et arrivent parfois à franchir des barrières qui sont un petit peu fatiguées, un peu lésées, un peu malmenées parce qu'on respire des choses qu'il ne faudrait pas, parce qu'on fume, etc., etc. Ce qui nous rend plus à risque. Mais bon, malheureusement, dans le cas de cette épidémie, on a vu qu'il y avait des gens en très bonne santé qui sont quand même tombés malades et avec parfois des complications assez graves. Donc vous avez comme autre barrière très classique la coupe de la peau avec donc cette couche cornée, donc des cellules de la peau mortes qui forment une couche cornée qui se renouvelle régulièrement. Là vous avez évidemment l'épiderme, ici le derme et l'hypoderme qui est en dessous. Donc c'est vrai que ça forme une couche quand même relativement efficace, surtout qu'il y a par-dessus la sueur, le sébum, donc tout ça forme quand même une barrière particulièrement efficace contre l'entrée des micro-organismes. Donc on a de quoi se défendre. Après, dans le cadre de votre cours, vous avez toujours eu l'idée que les microbes étaient, bon, on a vu certains microbes inoffensifs, certains microbes utiles, mais vous avez plutôt étudié les microbes pathogènes et la façon dont votre corps allait vous en débarrasser. Dans la vidéo de 5e, si je veux faire un petit résumé du thème qu'elle aborde, c'est qu'elle parle du microbiote. Le microbiote qui est l'ensemble des microbes, donc bactéries, virus et champignons non pathogènes, qui vivent dans un environnement particulier. Alors ces microbiotes, vous en avez plein dans votre corps. Et vous en avez au niveau pratiquement de chaque point d'entrée, c'est-à-dire à chaque endroit où les microbes pourraient franchir la barrière. En plus de la barrière naturelle, vous avez donc des microbes qui sont là pour renforcer le rôle de la barrière, ce qu'on appelle le microbiote. Vous avez le microbiote au niveau de la peau, d'accord, le microbiote au niveau de votre bouche, au niveau de l'intestin grêle, au niveau du côlon, mais aussi au niveau vaginal. Alors ce qui est intéressant, c'est que le plus gros microbiote que nous avons, c'est celui de l'intestin grêle. Tous ces microbes, qui correspondent à plusieurs familles, plusieurs centaines de familles de microbes, vivent en symbiose avec nous, c'est-à-dire c'est une association à bénéfice réciproque. Ce microbiote intestinal, ce qu'on appelle communément la flore intestinale, et on le verra tout à l'heure dans l'activité, indispensable à notre santé. Il représente à peu près 2 kg de microbes. Donc sur la masse d'un homme adulte de 70 kg, vous avez 2 kg qui correspondent aux microbes présents dans les intestins. Eh bien, certaines maladies vont être associées à un déséquilibre de cette flore intestinale dès que votre microbiote intestinal n'est pas tel qu'il devrait l'être, aussi riche. Et si il n'est pas assez présent, eh bien vous avez des maladies qui vont se développer, c'est ce que vous allez étudier dans votre activité. Et puis on sait que ce microbiote, du moins en fin de 5e, participe à la bonne qualité de la digestion et de l'absorption intestinale et joue un rôle dans la défense du corps, puisque ces microbes-là, je vous donne par exemple Escherichia coli, dont vous avez déjà entendu parler, sont capables de libérer des substances pour tuer par exemple les salmonelles. C'est un exemple. Donc on vit en symbiose avec des micro-organismes au niveau de chacune des barrières du corps, et le plus gros microbiote de notre corps, eh bien c'est le microbiote intestinal, c'est celui dont vous allez étudier le rôle précisément et le lien avec la santé aujourd'hui dans l'activité. Alors, vous avez à votre disposition donc 4 documents pour comprendre le rôle de ce microbiote. Dans ce document 1, vous avez 2 jumelles. Alors, des jumelles, c'est évident.
Une, malheureusement, qui, à l'âge adulte, présente une obésité, et une autre qui est relativement de poids normal, c'est-à-dire relativement mince. Je n'ai pas dit maigre, hein, j'ai dit mince. On va, dans les deux cas, prélever des bactéries du microbiome intestinal, c'est-à-dire du microbiote intestinal. Alors, microbiome, j'ai mis ce terme parce que c'est un terme qu'on va utiliser, que vous allez retrouver plus au lycée, puisque c'est un terme que vous allez retrouver très rapidement en seconde. Alors, on prélève dans les deux cas un petit peu quelques bactéries, d'accord, de ce microbiome intestinal. Alors, ces bactéries, vous le regardez dans l'image, ce n'est pas du tout la même chose chez la jeune femme obèse et chez la jeune femme mince. En fait, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est qu'il y a vraiment un lien entre la qualité du microbiote intestinal ou du microbiome intestinal et puis donc la santé, et notamment ici sur la présence de l'obésité chez la première jumelle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien entre l'obésité et la nature du microbiote, c'est-à-dire des microbes avec lesquels elles cohabitent. Alors, on va injecter ces bactéries, on va ensemencer en fait des souris, d'accord, donc les souris du lot 1 et 2, avec ce microbiote particulier. On voit que la souris 1, quelques semaines plus tard, eh bien, elle présente une obésité. Ensuite, la souris numéro 2, on va la transférer dans la même cage que la souris numéro 3. Alors, qui est la souris numéro 3? C'est celle qui va recevoir, je change de couleur, excusez-moi, eh bien, le microbiome ou microbiote de la jumelle qui ne présente pas d'obésité. D'accord? Donc, on va transférer ces bactéries à la souris du lot 3 et du lot 4. Alors, on voit que la souris du lot 4, quelques semaines plus tard, reste mince. Hein. D'accord, elle n'a pas changé de masse. Là, je mets en contact ma souris du lot 3 qui a reçu donc ce microbiote ici, avec la souris du lot 2 qui a reçu le microbiote de la jumelle qui était obèse. Et on laisse quelques semaines ensemble, et voilà le résultat. Je ne vous en dis pas plus, les deux, aussi bien la souris du lot 2 que la souris du lot 3, sont restées minces. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en plus dans la légende? Eh bien, on sait que les souris sont ce qu'on appelle coprophages, c'est-à-dire qu'elles vont grignoter, elles mangent une partie de leur crotte, d'accord, ce qui est un comportement aussi de santé, puisque comme ça, elles se réensemencent avec des micro-organismes. Et si j'ai mis les souris du lot 2 et du lot 3 ensemble, ça veut dire qu'elles ont, dans la même cage, elles ont certainement mangé les crottes les unes des autres. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris l'exercice. Première question que je vous pose par rapport à ce document, je vous demande de décrire et d'utiliser les résultats des expériences du lot 1 et du lot 4. Donc lot 1 ici, d'accord, lot 4 c'est celui-là, d'accord. Donc pour montrer qu'il y a une influence donc, des microbes du microbiome intestinal sur l'obésité. D'accord. Donc décrire et utiliser, c'est-à-dire que je décris, je vois que, d'accord, et j'en déduis que. C'est-à-dire que là on est dans l'analyse. Hein. C'est pareil quand on vous dit exploiter, c'est vraiment interpréter ou analyser. Je vous rappelle que l'analyse, c'est lorsque vous décrivez les résultats, je vois que, et qu'ensuite vous les interprétez, c'est-à-dire j'en déduis que. Pourquoi j'ai eu ces résultats? Décrire ou lire une expérience, c'est vraiment donner le résultat, je vois que. Interpréter, c'est dire pourquoi on a eu ces résultats, on est dans le je déduis que. D'accord? Et l'analyse, c'est tout ça, c'est l'ensemble des deux. Vous auriez pu aussi répondre sous forme d'un tableau, avec en première colonne eh bien, le numéro du document, mais là il n'y en a qu'un. Malheureusement. Dans la deuxième colonne, la description de document, qu'est-ce que c'est? La présentation de document, mettre son titre. En troisième colonne, le je vois que, donc la description des résultats. Et en dernière colonne, j'en déduis que, c'est-à-dire l'interprétation. On y reviendra dans l'autre activité sur cette façon de répondre. Là, j'ai choisi de répondre sous forme de phrase. Alors, je vous laisse réfléchir, vous arrêtez la vidéo et puis vous reprenez pour la correction. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que le transfert du microbiome intestinal d'une jumelle obèse aux souris du lot 1, d'accord, c'était en jaune tout à l'heure, ok, souris du lot 1, les rendent obèses après quelques semaines. C'est tout ce que je note. Deuxième chose, je vois que le transfert du microbiome de la jumelle mince à la souris du lot 4 les maintiennent minces après quelques semaines. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que l'obésité de la première jumelle est donc liée à son microbiome, puisqu'elle l'a transféré à la souris. Il y a bel et bien un lien entre les bactéries de cette souris qui au départ était mince, cette souris numéro 1, et qui devient obèse au contact, une fois qu'elle est au contact du microbiome intestinal. Deuxième question par rapport à ce document, exploiter les résultats de l'expérience lot 2 et lot 3. Donc c'est comme si on vous disait d'analyser. Hein. D'accord, analyser les résultats de l'expérience lot 2, lot 3. Donc le lot 2, je vous rappelle que c'est celui-là. Il a aussi reçu le microbiome de la jumelle obèse, on le retrouve ici. Et puis le lot 3, c'est aussi celui, comme le lot 4, qui a reçu le microbiome de la jumelle qui était mince. D'accord? Ok. Donc pour l'instant, on n'attend pas les quelques semaines, on les met tout de suite ensemble. Hein. Dès l'introduction, dès le transfert des bactéries, on les met tout de suite. On ne laisse pas l'obésité s'installer chez la souris numéro 2.
Alors exploiter, ça veut dire analyser. Donc je donne les résultats, je vois que, et je dis pourquoi j'ai ce résultat, j'en déduis que. Je vous laisse réfléchir. Et on revient après pour la correction. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois que les souris du lot 2 et 3, ayant reçu respectivement, donc pour le lot 2, le microbiome de la jumelle obèse, et pour l'autre, numéro 3, la jumelle mince, eh bien, lorsqu'on les met dans la même cage, elles restent toutes les deux minces. D'accord? Elles sont là toutes les deux. D'accord? Elles n'ont pas changé de masse, j'aurais dû mettre en violet, excusez-moi, elles sont restées absolument minces. Ok? C'est ce que je vois, je donne le résultat. Or, je sais que, on me l'a dit, que les souris sont coprophages, et donc qu'elles se transmettent leur microbiome puisqu'elles mangent les crottes les unes des autres. Qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que les souris du lot 2, c'est-à-dire celles-là, qui auraient dû faire comme les souris du lot 1, c'est-à-dire devenir obèses, sont restées minces parce qu'elles ont reçu le microbiome des souris du lot 3. Elles ont mangé, ces souris 2, les crottes des souris numéro 3, et donc elles ont avalé, par l'intermédiaire de ces crottes, ici, le microbiome ou microbiote de la jeune femme qui était donc mince. Maintenant, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, de tout ça, qu'effectivement, il y a un rôle très important, un impact très important du microbiome, de la nature du microbiome sur la masse de l'animal. Maintenant, je vais essayer d'émettre une hypothèse sur la possibilité peut-être de guérir quelqu'un qui a des problèmes intestinaux ou qui souffre d'obésité. Eh bien, mon hypothèse est là. Je pense que l'on peut guérir certaines formes d'obésité ou de maladies intestinales par la prise de microbiome intestinal d'individus sains, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème de santé, qui n'ont pas de problème de poids. C'est une hypothèse. Ce serait extraordinaire si ça pouvait marcher. Alors, je vous ai rappelé donc l'hypothèse ici, je l'ai notée, puisque vous allez devoir prouver qu'elle est effectivement exacte. Et à partir des documents 2, 3 et 4, là, je ne vous donne pas plus d'explications, je vous laisse les lire, eh bien, de valider ou non l'hypothèse en montrant quel effet le microbiote peut avoir sur des micro-organismes pathogènes. C'est-à-dire ces bons microbes qui vivent dans notre intestin, est-ce qu'ils peuvent d'abord nous défendre contre des bactéries pathogènes et comment? Et est-ce qu'ils peuvent, à la limite, traiter un problème d'obésité? Alors, je vous laisse analyser les documents. Et puis arrêtez la vidéo et vous revenez après pour la correction. Alors, j'ai surtout exploité ce document-là, puisque vous avez une présentation ici du micro-organisme et de la maladie donc, qui est liée avec ce Clostridium difficile. Et puis vous avez ici une expérience de transfert de microbiome humain. Et là, vous avez donc le résultat du traitement. Alors, moi, j'ai surtout utilisé ce document-là pour montrer que finalement, j'ai 90% des personnes infectées par Clostridium difficile qui peuvent être guéries par la prise du microbiome intestinal d'individus sains. Je le vois très bien pourquoi. Parce que j'ai 14 personnes sur 20 qui guérissent au premier traitement. Donc ça me fait 70% des personnes qui guérissent au premier traitement. Ensuite, j'en ai 4 sur 20 qui guérissent au deuxième traitement. Donc 4 sur 20, ça me fait 20%. Donc 70 plus 20, ça me fait 90%. Et j'ai 10% d'échecs qui correspondent à 2 personnes sur les 20 testés, ça me fait 10%. Donc là, si j'ai 90% de personnes qui étaient infectées par Clostridium difficile, qui guérissent par la prise du microbiote intestinal, le microbiome intestinal d'un individu qui est sain, eh bien je peux en déduire quoi? Qu'effectivement, je pense qu'on peut guérir certaines formes d'obésité ou de maladies intestinales, c'est le cas de notre exemple, par la prise de microbiome intestinal d'individus sains. Ça marche. Donc mon hypothèse est validée dans cette expérience-là. Alors, ce qu'il faut retenir, si vous voulez noter quelque chose, ou simplement vous le gardez à l'oral dans un coin de votre tête, mais rappelez-vous que cette vidéo sera toujours en ligne, elle pourra vous être utile l'année prochaine en seconde. Eh bien, il faut retenir que le microbiote intestinal ou microbiome intestinal est vraiment, vous avez vu, propre à chaque individu. Même des jumelles n'ont pas le même. Si vous avez bien écouté la vidéo des 5e, on est déjà contaminé, on récupère ce microbiote dès notre naissance. Et ensuite, il évolue en fonction de notre qualité de vie, de notre alimentation, etc. Allez réécouter cette vidéo de 5e. Donc il est désormais établi qu'il y a un lien très fin entre la richesse en certaines bactéries intestinales et l'obésité. Ça, on sait maintenant qu'on peut traiter un terrain d'obésité à condition de rééduquer cet intestin et de rééduquer et de modifier un tout petit peu les bactéries intestinales à condition que la personne se nourrisse bien. C'est toute une rééducation à faire au niveau du corps. Plus important, on sait que notre intestin est considéré comme notre deuxième cerveau, c'est-à-dire qu'il va libérer des substances qui vont agir sur notre cerveau. Et on voit, alors c'est pas tout à fait prouvé, mais on est en train de prouver que certains troubles du comportement alimentaire pourraient être liés à la composition, on est encore dans l'hypothèse, à la composition du microbiote intestinal. C'est-à-dire ce qui se passe dans notre intestin va avoir un impact, d'accord, sur la façon dont on va s'alimenter. Et puis ce qui est vrai, et ce qui aujourd'hui fonctionne, puisque vous avez des traitements, on peut modifier et moduler la composition du microbiote intestinal. Moduler, c'est-à-dire qu'on peut le rendre plus, moins, etc., le modifier dans le sens positif,
par une prise de prébiotiques, c'est-à-dire qu'on va donner de la bonne nourriture aux micro-organismes comme des fibres par exemple, et puis par des probiotiques, c'est-à-dire qu'on va réensemencer votre intestin avec les bons microbes. Ça, c'est une première piste pour soigner donc l'obésité, c'est-à-dire qu'on va associer des microbes, des bons microbes, plus une bonne alimentation pour ces microbes, pour avoir un bon microbiote intestinal ou un microbiome intestinal, le microbiome étant à la fois les micro-organismes, mais aussi eh bien, ces prébiotiques, c'est-à-dire la présence de fibres, c'est-à-dire de bonne nourriture pour ces micro-organismes. Et tout ça pourquoi? Eh bien, pour assurer une bonne digestion, pour assurer une bonne protection de la muqueuse intestinale, pour aussi avoir une bonne immunité, donc puisque ces microbes qui vivent avec nous nous défendent contre les mauvais, les pathogènes, et puis aussi eh bien, pour avoir un effet barrière aussi contre des microbes trop dangereux et donc être en bonne santé. Donc vous voyez, finalement, ces microbes qui pour l'instant, pour vous, étaient plutôt négatifs, c'est-à-dire que voilà, on a beaucoup étudié les pathogènes, vous voyez que vous vivez avec, pour un homme de 70 kg, au niveau intestinal, je ne compte pas les autres, 2 kg de microbes dans votre intestin, qui lorsqu'ils sont équilibrés et qu'ils ont la bonne composition, parce que vous vous nourrissez bien, eh bien ce microbiote intestinal va vous protéger contre certaines maladies, voire va permettre à votre corps de fonctionner correctement, au niveau physique et au niveau aussi du comportement, de l'attitude par rapport à l'alimentation. Voilà pour une première approche donc, du microbiote intestinal. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire par cette image qu'il ne faut consommer que des végétaux. Non, je veux dire simplement que augmentez un petit peu votre ration de végétaux frais et donc de fibres à l'intérieur de votre alimentation et limiter un petit peu les aliments. Alors c'est pas forcément que la junk food, c'est limiter la quantité. J'aurais pu mettre une jolie petite quiche à côté, une jolie petite tarte, c'est toute mignonne, etc. Si elle est industrielle, c'est pas bon. Il faut essayer d'aller, comme je le dis déjà dans la vidéo de 5e, plus vers du fait maison, dans lequel il y a des bons microbes, et puis dans lequel il y a des bonnes fibres pour alimenter ces microbes, que dans du parfait, du stérilisé, de l'aseptisé, dans lequel finalement, c'est vrai que l'industriel nous préserve contre, évidemment, tout ça est très aseptisé, comme on le dit, stérilisé, donc ça veut dire qu'on enlève le maximum les microbes, mais d'un autre côté aussi, ça nous prive de bons microbes. Donc il faut alterner les deux, moi je dirais, allez, 3/4 et 4/5 d'alimentation faite maison, et puis un 5e, si vraiment ça vous fait plaisir, eh bien de fast-food. Mais on peut très bien aussi faire cette assiette avec des aliments, comment dire, fait maison, c'est-à-dire vous faites vos propres frites, vous faites peut-être votre propre pain, vous le faites faire, vous l'achetez chez votre boulanger, et puis vous achetez de la viande chez le boucher, etc., etc. Et vous mettez des bonnes tomates, c'est pas forcément que du McDo. Oh, j'ai dit une marque, pardon, que du fast-food. Très bien, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Donc on changera complètement de thème la prochaine fois, puisqu'on passera au thème numéro 2. Donc le vivant et son évolution, et on parlera donc de l'évolution des espèces. Voilà, et pendant les vacances, les 3e, vous regarderez ceux qui le souhaitent, je mettrai des vidéos pour vous aider à l'entrée en seconde. Je vous remercie, à bientôt.